Bonsoir. Invité du Club de la Presse ce soir, Eddy Péé, directeur de publication du journal Le Nouveau Réveil. Saint-Claver Oula, rédacteur en chef du journal Le Nouveau Courrier. Et Célestin Gnonzion, journaliste de formation, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est également ambassadeur pays pour la Côte d'Ivoire du Centre international de l'éthique des médias. Et pour finir ce tour de table, Antoine Assalé Tiemoko, directeur général et gérant du journal L'éléphant déchaîné. Messieurs, bonsoir. Retour sur septembre 2002. 10 ans après, on ne peut pas dire que cette crise soit derrière nous. Le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alessi Touabli Yolo, sorti de la rencontre avec la CDVR, a déclaré que cela fait 10 ans que notre beau pays a basculé dans cette crise militaro-politique qui nous occupe, qui nous préoccupe jusqu'à ce jour. Un tour de table, messieurs, pour dire ce que la mémoire de vos journaux retient de cette crise. Eddy Péé? Oui, moi je retiens une chose. À la suite du prélat, je voudrais dire que cela, pour nous, fait plus de 10 ans que le pays a basculé. Il faut remonter jusqu'au coup d'État qui a donné le goût au maniement des armes pour la conquête du pouvoir. Et donc, si on revient aux derniers événements, je dirais que oui, on ne peut pas dire qu'on est totalement sorti de la crise, parce que sorti de la crise voudrait dire qu'il n'y a plus rien à régler. Or, il y a beaucoup de choses encore à régler. Et donc, la crise, on la vit toujours, peut-être plus de façon très violente comme on l'a connue, mais les séquelles de la crise, on les vit toujours, on est toujours dans la crise. Elle finira quand on n'aura plus rien du tout à régler et que la communion sera totale entre les Ivoiriens. C'est les Gnonzion? Oui, alors donc moi je dois dire que c'est quand même regrettable que il y a 10 ans de cela, notre pays ait été obligé de recourir quand même à cette sorte de violence-là pour revendiquer, enfin pour dénoncer des injustices. Donc je condamne le fait qu'on ait été obligé de prendre les armes pour dénoncer des injustices. Et cela a créé un antécédent fâcheux dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est encore en train de résoudre, de chercher à cicatriser les plaies et d'oublier cette crise-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de réconciliation nationale, mais il n'était pas nécessaire, en tout cas, de recourir aux armes pour essayer de faire entendre sa voix. On aurait pu éviter ça, mais aujourd'hui, ça fait partie du passé. Je pense qu'il faut regarder dans l'avenir, et l'avenir, c'est la construction de la démocratie, c'est la consolidation de la démocratie, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire, une société ivoirienne démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des choses qu'on regrette. Donc il faut tourner la page, il faut regarder l'avenir, il faut essayer qu'on soit tous unis, bourreaux comme victimes, pour essayer de réunir les conditions de vivre ensemble dans ce pays qui est le nôtre à nous tous. Saint-Claver Oula? À la suite de mes prédécesseurs, je voudrais faire remarquer que ceux qui ont pris les armes dans la nuit du 18 au 19 septembre ont dit qu'ils venaient combattre l'injustice, la catégorisation des Ivoiriens, une certaine exclusion, et c'est ce pourquoi ils ont pris les armes. 10 ans après, est-ce que les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes, est-ce que ces raisons-là ont totalement disparu? Je crois que non, ces raisons existent aujourd'hui, et des plus belles. Il y a une catégorisation des Ivoiriens, il y a l'exclusion, il y a l'injustice qui a droit de citer. Vous remarquerez que dans des entreprises, des Ivoiriens sont licenciés à l'appel, à la place de qui on met d'autres Ivoiriens qui ne sont pas plus méritants. Vous remarquerez que dans des villes, dans des villages, il y a des Ivoiriens qui sont traqués. Vous remarquerez qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Et par rapport à ce 19 septembre-là, le président Alassane Ouattara, entre les 2 tours de la campagne présidentielle, a promis aux Ivoiriens qu'il mettra sur pied une commission d'enquête pour savoir les raisons qui ont créé la rébellion, qui est derrière cette rébellion, qui a organisé cette rébellion, qui l'a financée. Et jusqu'à présent, nous attendons de voir que cette commission voit le jour pour comprendre ensemble avec tous les Ivoiriens pourquoi est-ce que
dans cette Côte d'Ivoire qui est havre de paix, il y a eu une rébellion, il y a eu la prise des armes et aujourd'hui, cette violence-là continue de plus belle dans notre cité. On finit ce tour de table sur cette première question. Assalé Timoko. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, si on devrait faire un bilan de ces 10 années de crise, c'est d'utiliser le mot gâchis. Pour nous, c'est un immense gâchis. On n'aurait jamais dû procéder par cette manière pour conquérir le pouvoir d'État. Ceux qui ont estimé qu'il était de leur devoir, qui ont dit que les armes s'étaient imposées à eux et qui ont pris les armes pour revendiquer des questions politiques, aujourd'hui, ils sont tous là vivants, ils sont tous dans le gouvernement. Je pense qu'on fait le bilan ensemble. La Côte d'Ivoire n'est plus ce que nos parents ont connu. Ils ont vécu dans un pays de paix. Nous, notre génération est complètement, j'allais dire, dans la violence. Et tout ce qu'on nous laisse comme héritage, c'est la violence. On est dans la crise, ça fait 10 ans. On n'est pas encore sorti de la crise. Et tous les germes qui ont déclenché cette crise, petit à petit, sont en train de s'installer encore. On n'en fait pas attention, mais ça commence à revenir. Et donc, je pense qu'on devrait de plus en plus commencer à se dire qu'il faut mettre fin à tout ça définitivement. Alors, 10 ans après, la rébellion n'a pas livré tous ses secrets. Je me fonde sur les questions que se pose l'intelligent d'Abidjan dans son édition de mercredi. Comment cette opération a été montée? Qui l'a financée et d'où est venu l'argent? Avec le recul et l'expérience professionnelle, quel regard portez-vous sur les investigations de la presse à cette période, timorée, incomplète ou conforme? Qui c'est qui veut se lancer? Nous, par exemple, au Nouveau Courrier, nous nous sommes référés aux différentes révélations faites par le sergent-chef Ibrahim Koulibaly lorsqu'il était du commando invisible à Abobo. Il a fait un certain nombre de révélations dans lesquelles il a dit qu'il s'était brouillé avec son patron de l'époque, le général Guéhi, et que, étant attaché de défense à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, il a dû rendre sa démission pour se retrouver au Burkina Faso. Il a dit ouvertement dans cette révélation, lorsqu'il recevait des populations à son QG à Abobo, et que, étant au Burkina Faso, il a reçu un statut de réfugié politique. Et c'est à la faveur des élections que le président de l'époque a jugé calamiteuse qu'il a pu monter une opération contre le camp d'Akouedo où étaient emprisonnés ses compères qui avaient effectué le coup d'État de 99 qui a fait partie le président Henri Konan Bédié. Et c'est comme ça qu'il a pu faire rentrer ses camarades militaires au Burkina Faso. Alors, quelle est la crédibilité de ces propos et sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Je me fonde sur les propos d'Ibrahim Koulibaly lui-même. Oui. Les vidéos existent. Ça a été filmé, ça existe partout sur la toile. Ce sont des éléments de preuve que vous pouvez mettre à disposition. Effectivement, il y a des gens qui étaient là et nous avons approché des gens. Il y a Leslie Varenne même qui a fait sortir un bouquin qui existe sur le marché. Effectivement, il a dit que la rébellion a été montée par lui et avec l'aide d'un certain nombre de personnes. Okay. Maintenant, nous aimerions nous fier sur la commission d'enquête que le président Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens pour avoir la conscience tranquille sur cette histoire de rébellion. Alors, la question que je vous posais, c'était eu égard à votre travail de journaliste, en me demandant si vous avez le sentiment que les investigations qui ont été menées par la presse l'ont été à fond, ont été timorées ou conformes. Eddy P. Ben moi, je dirais que chaque organe de presse a ses cibles d'investigation, a ses sources, a ses manières et sa méthodologie d'investiguer. Sur ce que nous on retient quant à nous au Nouveau Réveil, pour reprendre le mot de Assalé tout à l'heure, nous constatons le gâchis. Voyez-vous, lorsque pour la première fois les armes devaient intervenir dans la politique ivoirienne pour soit faire partie un président et en installer un autre, il se trouvait des hommes politiques qui réclamaient la démocratie en Côte d'Ivoire pour applaudir cela. Certains ont parlé même de l'expression de la démocratie. Quand la démocratie est bloquée, il faut des armes pour la débloquer. Et ceux qui, à ce moment-là, écoutaient attentivement, mais qui avaient la possibilité de prendre les armes à leur tour, n'ont fait qu'appliquer cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il fallait prendre les armes pour ne serait-ce que faire partie d'un président qu'on taxait de dictateur?
les 10 ans nous prouvent que non. Aujourd'hui, au nouveau réveil, pour nous, c'est là l'essentiel. Que faut-il faire pour bannir à jamais l'envie de prendre des armes? Et c'est dans cela que les gouvernants actuels doivent mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite sur ce qui s'est passé depuis 1999 jusqu'au 11 avril 2011 pour que chacun des Ivoiriens prenne conscience qu'en fait, on n'a pas besoin d'armes pour que la politique avance comme il se doit. Célestin Nionzion, une réaction sur cette question? Est-ce que j'aimerais dire par rapport à la question des investigations de fond sur les origines de la crise, de la rébellion, pardon, quels sont ceux qui ont financé la rébellion? Je ne pense pas qu'un média ivoirien ait été capable de fournir aux Ivoiriens des preuves, des vérités par rapport à ceux qui ont financé la rébellion. On sait, il y a des personnes qui se sont mis devant la rébellion qu'on connaît aujourd'hui, qui exercent des responsabilités importantes aujourd'hui dans notre pays. Mais qui a réellement financé la rébellion? Je n'ai pas encore vu un média nous le dire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je soutiens l'idée de Oula par rapport à la promesse du chef de l'État d'établir, d'aider les Ivoiriens à savoir à travers une enquête de la rébellion, des causes de la rébellion, de dire la vérité, de dire que la vérité éclate, qu'on sache vraiment qui a financé la rébellion, et quels sont ceux qui étaient derrière cette rébellion, en dehors de ce qu'on a vu, et de telle sorte que la vérité puisse éclater. Ok. En attendant cette enquête, l'enquête sur la mort du général Guéhi peut constituer une clé importante pour comprendre la crise de 2002. Le procureur militaire a annoncé que le cardinal Bernard Agré sera entendu. Précisons que selon son propre témoignage, dans le livre écrit par le journaliste Francis Tébry, il dit que s'il avait été là, le général ne serait pas mort. Son audition peut éclairer cette affaire, Antoine? Moi, depuis que l'annonce a été faite de l'ouverture d'une enquête sur la mort du général Guéhi, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut que les gens essaient de nous prendre un peu au sérieux. On a écouté un peu les déclarations du procureur militaire, et nous, on a même écrit à l'éléphant déchaîné qu'on est surpris que c'est maintenant qu'il en parle. Pendant 10 ans, il était procureur militaire, sous M. Babo Laurent. Je ne me souviens pas qu'il a une fois eu l'intention de faire une enquête sur la mort du général Guéhi. Pourquoi est-ce que pendant 10 ans, il a été procureur militaire sous M. Babo Laurent, il n'a pas voulu faire une enquête? Est-ce qu'on l'en a empêché? C'est une question d'opportunité. Oui, mais attends. Aujourd'hui, quand il en fait une sorte de récupération pour dire qu'on va faire une enquête, on va entendre telle personne, je dis c'est de la plaisanterie. On aurait pu dire aux Ivoiriens depuis 10 ans qui a tué le général Guéhi. Ils auraient pu faire des enquêtes. Maintenant, ils veulent le faire. D'accord? Le cardinal Agré, qui doit être entendu. Mais le livre est sorti il y a longtemps. Au niveau de quand j'étais à l'époque, on a fait une analyse de ce livre où on avait dit que c'était un condensé de contre-vérité qui avait été mis dans ce livre. Maintenant, pourquoi maintenant on veut entendre? Il a déjà dit c'est dans son livre. Qu'on lise le livre et puis bon, on prend acte. Maintenant, l'entendre en tant que général, il dit qu'il n'était pas là quand on tuait le général Guéhi. On va l'entendre, qu'est-ce qu'il va dire de plus par rapport à ce qu'il a dit dans son livre. Donc, moi, je pense que, et pour en revenir à la question de l'origine de la rébellion, je pense que c'est un serpent de mer. Il y a des débats qu'on ne devrait même plus faire parce qu'on ne saura pas qui a financé cette rébellion. On ne nous dira jamais qui l'a fait. Même si on a des soupçons sur des gens. Pour éclairer l'histoire. Oui, mais justement, mais on ne nous dira pas ça. Il faut qu'on se mette d'accord. On ne saura jamais qui a financé cette rébellion parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à savoir, à faire en sorte qu'on sache qui a financé cette rébellion. Puisque ceux qui l'ont menée sont aux responsabilités de l'État. Une réaction, Célestin? La réaction par rapport à l'audition du cardinal Agré et par rapport au fait que ce soit maintenant que la commission, enfin une enquête soit amenée pour déterminer qui a tué le général. Je pense que c'était une question de contexte. Le contexte sous l'Ancien Régime, certainement, ne se prêtait pas, puisque peut-être que ça n'arrangeait pas certaines personnes qu'en ce moment-là, on fasse l'enquête, que la vérité éclate. Peut-être que le contexte ayant changé, peut-être que maintenant, c'est opportun. Donc, il n'est jamais tard pour savoir la vérité. Maintenant, l'audition du cardinal Agré, je ne crois pas qu'elle puisse changer grand-chose. Grand-chose. Peut-être que lorsque le cardinal dit, si j'étais là,
peut-être qu'il ne serait pas mort. Bon, mais je ne sais pas peut-être qu'il allait dissuader ou bien peut-être qu'il allait aider le général à se cacher mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne crois pas que son édition puisse changer grand-chose. Peut-être en tant que témoin, puisque on se rappelle que c'est de la cathédrale, d'après ce qu'on a écouté, on a lu, c'est de la cathédrale que le général aurait été extrait. Peut-être qu'en tant que cardinal, en tant que patron de la cathédrale, peut-être qu'il aurait empêché les militaires d'emporter le général Gueye, peut-être qu'il l'aurait fait. La question de l'enquête même de façon générale, il faut dire que l'ex-directeur de cabinet du ministre d'alors, Émile Boga Doudou, qui a été tué aussi dans la nuit du 18 au 19 septembre, a levé un point de voix. Il a dit que... Alain Dogou, il a dit, et nous avons publié récemment sa contribution, que les enquêtes ont été menées et que les résultats existent, et que les gendarmes, les officiers de police judiciaire et consorts qui ont mené l'enquête sont encore bel et bien là et qu'ils existent. C'était plus par rapport au décès du ministre Boga Doudou. Oui, mais il a dit en fait que c'était une enquête de façon générale dans laquelle se trouvaient les circonstances de la mort du ministre Émile Boga Doudou. Et l'enquête était plus portée sur la responsabilité de la rébellion. Et que les enquêtes existent. Et que c'était par rapport, comme l'ont dit tout à l'heure mes prédécesseurs sur le plateau, c'était par rapport à l'opportunité. Parce qu'à l'époque, les acteurs, les visages bien connus de la rébellion, qui étaient à l'époque dans un processus de paix avec le gouvernement d'alors, est-ce qu'il fallait sortir les éléments qui accablent les uns et les autres? Est-ce qu'il fallait faire taire les choses pour donner un coup de fouet? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question d'opportunité. Juste un mot dessus. Oui. Quand je parle il faut que vous compreniez les Ivoiriens au sérieux, c'est de ça que je parle. Parce que moi, j'ai lu la déclaration que le ministre Mabry a faite et qui ont été reprises par le Nouveau Réveil hier, je crois, à sa une, quand il dit que le général Gueye a été conduit au domicile de M. Laurent Gbagbo, que c'est de là-bas qu'on a pu parler d'assassiner. Il a dit, mais pendant 10 ans, M. le ministre a été sous le régime Gbagbo, il était avec le président Gbagbo. Comment peux-tu savoir une telle chose et puis continuer à travailler avec un tel homme? Permettez que je me pose des questions. Oui. Est-ce que la vérité sur la mort du général Gueye est dans la seule bouche du cardinal? Est-ce que cette vérité-là, c'est dans cette seule bouche ou bien... Personne n'a dit ça. On en fait... Oui, c'est pour ça que je me pose la question. Oui. Ou alors cette enquête va aller jusqu'à interroger tous ceux qui sont soupçonnés de détenir ne serait-ce qu'une petite parcelle d'information. Si tel est le cas, l'enquête est la bienvenue. Mais si c'est pour un effet du sensationnel, je dis vraiment... Je crois que ça va commencer comme ça et faire des vagues. Il y a bien plus de personnalités qui sont mortes dans cette crise. Il y a eu Émile Boga Doudou, il y a eu des officiers militaires. Ok. Faut-il décloisonner les crises de 2002 et 2010 et les lire dans une approche continue? Comment analysez-vous la thèse qui voit en la crise de 2002 la racine de la crise post-électorale? Célestin? Oui, mais il y a toute une continuité. Il y a eu des antécédents. D'abord, ça commence avec le coup d'État de 99. Donc, déjà, il y a eu le maniement des armes déjà. À partir du moment où, dans un système démocratique, on prend déjà les armes, ça crée des antécédents qui continuent en 2002. Et... bien sûr, la crise post-électorale de 2011 a été peut-être le point vraiment, le summum de la violence. C'est ce qui a commencé depuis 1999, qui a continué en 2002, qui a été achevé en 2011. Et donc c'est quand même dommage qu'on soit obligé dans notre société, dans notre pays, on soit obligé de recourir aux armes, à la violence pour accéder au pouvoir d'État. Et tant qu'on prendra les armes pour prendre le pouvoir, il y aura toujours des antécédents. D'autres personnes aussi auront cette volonté-là d'utiliser les mêmes armes pour prendre le pouvoir. On voit aujourd'hui, il y a plein d'armes qui ont circulé dans ce pays. Depuis plus de 10 ans, on voit aujourd'hui les problèmes d'insécurité. Il y a des attaques par-ci, par-là. Le gouvernement peine vraiment à assurer la sécurité des Ivoiriens. Donc il y a toute une continuité, il y a un contexte qui, depuis 1999, continue aujourd'hui. Et cette violence-là, il faut qu'elle s'arrête. Je pense que c'est absolument clair. On ne peut pas dissocier ce qui s'est passé en 2002 de ce qui s'est passé en 2011. Ce n'est que le prolongement de la crise de 2002. Je voudrais vous ramener à la décision prise par la CPI de faire remonter
les enquêtes en Côte d'Ivoire jusqu'en 2002. Le document qui a été publié, que nous avons publié in extenso dans notre journal, qui relate exactement les liens qu'il y a entre la crise de 2002 et celle de 2011. C'est le prolongement. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en 2011 si on ne remonte pas à ce qui s'est passé en 2002. C'est l'impunité qui est née depuis 1999 dans ce pays, quand les gens ont pris les armes pour ramasser un président, et que des Ivoiriens ont salué ce acte. D'autres sont venus en 2002 pour poser notre acte, que d'autres Ivoiriens ont encore salué, qui a conduit le pays petit à petit à un niveau où on a tous compris que finalement pour exercer le pouvoir, il suffit de prendre une arme, de tuer des Ivoiriens, et puis on accède à un poste de ministre, après on devient président de ceci, cela. C'est ça qui a provoqué ce qui s'est passé en 2011. Donc il n'y a pas de dissension. Alors, cette semaine, vos journaux ont fait parler de nombreux acteurs de la crise de 2002. Je voudrais retenir les propos du ministre Alain Lobognon qui a déclaré que c'est grâce à la magie du dialogue qu'il y a eu l'accord politique de Ouagadougou. Il ajoute que la porte reste ouverte. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. En s'asseyant, on peut trouver solution aux problèmes. Alors, est-ce que la crise post-électorale, malgré son caractère violent, ne peut pas passer par un schéma identique ? Moi, je dis, c'est tout mon souhait qu'on s'asseye, qu'on discute, que le dialogue prime sur tout ce que nous observons comme acte de violence. Mais je suis au regret de dire que c'est un balai d'hypocrisie qu'on nous sert jusque-là. Qui a véritablement envie de discuter au nom des intérêts de la Côte d'Ivoire? Tous les Ivoiriens. Oui. Qui sont ceux qui sont mandatés pour discuter, mais qui le font de façon objective et de façon désintéressée, ne regardant que la Côte d'Ivoire et l'avenir des enfants de ce pays? Il y en a très peu. Donc sur ce fond de balai d'hypocrisie, je ne vois vraiment pas comment est-ce que, sans se débarrasser des oripeaux partisans, on peut aller à un dialogue franc et sincère. Marcoussis nous a montré que ce n'était pas franc et sincère. Ouaga nous a montré qu'également ce n'était pas franc et sincère parce que dans l'application même, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut ce dialogue, je dirais, surfait pour qu'on aille? Non. Je pense que pour l'instant, on a mis le Premier ministre Bani à la tête de la commission dialogue vérité et réconciliation. C'est lui qui porte les espoirs de la réconciliation. Je souhaite vraiment qu'il réalise ce rêve de réconciliation des Ivoiriens en amenant chacun des acteurs politiques et même non politiques à aller véritablement vers l'objectivité et la sincérité. Alors, M. Bani a reçu les politiques, les médias, la société civile, les religieux, les communautés étrangères, et tout le monde a fait ses propositions. On a retenu du leader de leader, pour parler ainsi, M. Mamadou Koulibaly, que la CDVR semble manquer d'argent pour faire avancer le processus de réconciliation. Question technique, est-ce que cela peut constituer un frein à son action? Il a épuisé 1 an et demi. Oui. Et pendant 1 an et demi, on a cherché de l'argent. Pendant 1 an et demi, M. Bani a essayé de tâter le terrain. Il a eu ses retours. Maintenant, il se pose un problème d'argent. Donc, il se pose un problème de volonté politique de donner l'argent à la CDVR. Absolument. Alors, M. Mamadou Koulibaly lui a suggéré de commencer par les discussions entre les hommes politiques comme alternative, parce qu'ils ne se parlent pas et ils vivent dans la méfiance. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On n'a pas besoin d'argent pour ça, mais pour revenir à la CDVR, je pense que on a noté quand même une précipitation. On venait à peine de sortir de la crise, on met sur pied cette commission-là, et peut-être qu'on n'a pas penser à ce qu'elle devrait faire et que ces activités avaient besoin de moyens conséquents pour être exercées. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On observe aujourd'hui que pendant 1 an, plus d'1 an qu'elle existe, il y a des observateurs qui disent qu'elle n'a rien fait, elle n'est pas visible, elle ne communique pas bien, on ne sait pas quel rôle elle joue. Donc je pense qu'il y a eu une sorte de précipitation dans la mise sur pied de cette commission-là, même si il fallait qu'on discute, il fallait que les Ivoiriens discutent, dialoguent entre eux. Et effectivement, pour le dialogue politique n'a pas forcément besoin de moyens, dans la mesure où aujourd'hui ce qu'on constate, et c'est ce que je pense, il faut que l'exécutif veuille véritablement dialoguer avec l'opposition. Parce que vous vous rappelez l'observation que j'ai faite lorsque, en 2002, il y a eu la rébellion. Je pensais que le président Gbagbo, en ce moment-là, s'il avait discuté directement avec la rébellion, ce qui a été fait finalement avec les accords, le dialogue direct à Ouagadougou, je pense qu'on aurait gagné du temps.
Donc aujourd'hui, peut-être que c'est de demander à l'exécutif de vouloir dialoguer franchement avec l'opposition. Alors c'est une question d'étape. Les propositions qui ont été faites à M. Bani, c'est de ces propositions-là que le chef de l'État devrait tirer les grandes décisions que nous attendons. Alors en cela, l'interrogation que vous portez sur votre journal EDIPE m'intéresse. Vous vous êtes demandé, mais que peut faire le président Ouattara face à ce que vous avez qualifié de préalable du FPI? Oui, effectivement, il y a des préalables. Le FPI dit il faut libérer d'abord le président Gbagbo, il faut faire venir ceux qui sont en exil, il faut libérer les prisonniers qui sont là. Ce sont des préalables. Le FPI, dans son entendement, des préalables non négociables. Mais en même temps, le président Ouattara qui a le devoir de faire tomber l'impunité en Côte d'Ivoire, qui a également le devoir de montrer sa face de sincérité aux Ivoiriens qui le regardent, est-ce que lui, il peut faire quelque chose face à ces préalables? Qui ressemble à la peau? Oui, c'est une façon de le dire. Moi, je pense que vous savez, la résolution de notre crise manque de sincérité de la part de nos hommes politiques. Ils ne sont pas vraiment disposés. Parce que qui n'a pas envie d'aller à la paix? Mais c'est ce que nous voyons. Et regardez un peu ce qui se passe. Par le passé, on a contraint, si vous voulez, on a demandé au président Laurent Gbagbo d'user de solutions politiques. On l'a même amené à user de l'article 48. Et on a vu des personnes qui, par le passé, sous les régimes passés, n'ont pas pu être candidats, comme le président Alassane Ouattara a pu être candidat. Le président Henri Konan Bédié, qui était forclos du fait de son âge, a pu être candidat. Ça, c'est des solutions politiques. On a vu également, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, le président Bédié et le président Alassane Ouattara étaient en exil. Il s'est évertué à les ramener en Côte d'Ivoire et à leur donner une rente viagère. Est-ce que vous voyez? Parce que la Constitution indique qu'il ne fallait pas qu'un Ivoirien soit contraint à l'exil. Donc, eu égard à tout ce qui s'est passé, même s'il y a quelques flottements qui sont critiquables, est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les tenants du pouvoir aujourd'hui, ne peuvent pas faire la même chose? Est-ce qu'ils ne peuvent pas envisager ces solutions politiques-là pour faire venir les Ivoiriens qui sont en exil, au lieu de les traquer avec des mandats d'arrêt, pour faire sortir ceux qu'ils ont arrêtés, qui sont emprisonnés. Non, je vais finir. Ceux qu'ils ont emprisonnés ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ne pouvaient pas les faire sortir, envisager des solutions politiques, que de se cacher derrière un voile épais de la justice? Parce que ce qui nous a été donné de voir, d'entendre régulièrement, c'est que la réconciliation, certes, mais la justice. Tout le monde se cache derrière la justice. Il faut aussi... Pourtant, nous voulons aller à la paix. Un instant. On a contraint le président à prendre une loi d'amnistie. Mais est-ce que ceux qui sont là, ils ne peuvent pas le faire? Moi, c'est vraiment une interrogation. Mais je dis aussi, un instant. Je dis aussi, on peut avoir les arguments qu'on a, mais il est important aussi de passer par la justice. Oui, bien sûr, il faut passer par la justice. Maintenant, quand la justice doit se déployer, il faut qu'elle se déploie pour tout le monde. Regardez, la commission d'enquête vient de livrer ses résultats. La commission d'enquête a dit, dans les deux camps, il y a eu des massacres. Et jusqu'à présent, ce qu'il est donné de voir, c'est la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le président Alassane Ouattara lui-même. Cette commission a dit, dans les deux camps, il y a eu des massacres. Dans le camp du président Laurent Gbagbo, il y a eu des massacres. Dans le camp de ceux qui sont proches du président Alassane Ouattara, il y a eu des massacres. Mais ce qu'il est donné de voir aujourd'hui et qui choque, c'est que c'est dans un seul camp, on recherche des coupables et qu'on les emprisonne. Mais la commission d'enquête, on attend l'accusation, même si c'est 500 morts ou bien 700 morts, comme on nous le dit, que ce n'est pas autant de morts que ce qui a été commis dans le camp du président Gbagbo. Au moins, il faut rechercher ces coupables et il faut les inculper. Ok. Célestin Nyozian. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire de réconciliation sans justice. Il y a eu des personnes qui ont commis des actes ignobles, ils doivent être jugés. La justice doit suivre son cours. Je me rappelle, lors du passage du chef de l'État à l'Ouest, il a dit que la justice suit son cours,
Peut-être qu'après, si quelqu'un est condamné, que le chef de l'État peut user de son pouvoir. Il avisera. Oui, il avisera. C'est le terminé, et puis par rapport au cas de l'ancien président Laurent Gbagbo, ce préalable, je ne sais pas, à partir du moment où l'ancien chef de l'État est à la CPI, je me demande si les autorités ivoiriennes peuvent encore aller intervenir au niveau international pour le faire revenir. Je pense que c'est un dossier qui est clos. Il faut peut-être raisonner sur d'autres sujets. Par exemple, faire venir les Ivoiriens qui sont en exil, d'accord. Mais dire de faire venir l'ancien chef de l'État, ça va créer quand même... Alors justement, un instant. Célestin, vous me donnez l'occasion de vous interroger par rapport aux travaux que vous faites sur l'éthique des médias, et en entendant sur ce plateau tous les propos, est-ce que vous avez lu dans la presse, comment on peut être éthique en contexte post-électoral? Donc, post-crise, pardon. En fait, je ne pense pas que le journal, il y ait des moments, des périodes pour être éthique. Le journaliste doit respecter son code d'éthique et de déontologie en tout temps, que ce soit en période de paix, en période de guerre. C'est-à-dire, il y a des règles de métier qu'il faille respecter en tout temps. Peut-être qu'en période de crise, notamment durant la crise post-électorale, on a vu des journalistes qui ont fait vraiment des efforts pour faire sortir leurs journaux. Ils ont utilisé des technologies, il y a des journalistes qui ne pouvaient pas aller dans les rédactions, qui sont restés à la maison, qui ont envoyé des emails, donc qui ont travaillé. Donc la question d'éthique n'est pas une question de contexte, de conseil de paix, de crise. Il faut être éthique en tout temps, en ce sens. Mais si je prends un raccourci pour dire comment vous qualifiez les défauts de la presse, je retiens une presse injurieuse qui insiste à la violence et à la xénophobie, mais aussi une presse qui est muselée par les institutions politiques, et de sorte que les acteurs ont du mal à se défaire des chapelles politiques. À vous lire, c'est à désespérer dans la presse. Bon, enfin, c'est un contexte. Hein. Vous savez, les questions d'éthique, lorsqu'on parle d'éthique, on parle de comportement, on parle de changement de comportement. Et le changement de comportement est un processus. C'est vrai, lorsque on fait un parcours, hein, on regarde 10 ans, depuis 10 ans, je prends seulement 10 ans, il y a eu des améliorations quand même. Aujourd'hui, il y a des organes de régulation et d'autorégulation qui essaient tout de même de rappeler la presse et les médias à l'ordre. Donc c'est vrai que la presse est injurieuse. On remarque en Côte d'Ivoire qu'il y a une trop grande politisation des médias, de telle sorte qu'il est difficile d'avoir une presse alternative. Alors que le journaliste, normalement, il doit être la voix des sans-voix. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut dire, on peut trouver des médias qui sont la voix des sans-voix? Ils sont là. Ça dépend de quel côté on est. Mais toujours est-il que les médias ivoiriens... Ça dépend du côté de la lorgnette alors. Ça dépend de quel côté on est. Il ne doit pas avoir de côté en fait. On doit être toujours... Non, toujours est-il que les médias ivoiriens ont fait des efforts considérables. Ça, il faut le remarquer. Depuis ce qu'on a appelé le printemps de la presse en 90 jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des avancées. Les médias ont fait ce qu'ils pouvaient pour accompagner les différents processus. Mais qu'on retienne une chose, les journalistes à eux seuls ne peuvent pas faire la paix totale d'un pays tant que la volonté politique n'y est pas, tant que les hommes politiques, eux, s'arment pour s'attaquer. Les journalistes ne peuvent rien. Il faut qu'on le retienne. Alors, l'éthique, c'est une affaire de société. Juste un mot pour que les téléspectateurs comprennent bien. Rapporté à une actualité du jour. La publication par le journal français Charlie Hebdo des caricatures du prophète Mohammed. Où est la place de l'éthique par rapport à cela en comparaison avec le droit d'information? Ok, alors donc cette question pose en fait deux problèmes, deux observations. Il y a d'abord le problème de la liberté d'expression même. Jusqu'où on peut être libre, jusqu'où on peut tout dire. Et puis il y a aussi la question du respect religieux, du respect des religions. Au nom de quoi, moi, journaliste, je dois, au nom de la liberté de presse, de la liberté d'expression, m'attaquer à des symboles fondateurs d'une religion.
Donc c'est vraiment un débat, c'est un dilemme, hein, c'est un dilemme. C'est-à-dire aujourd'hui on voit les conséquences de la publication, par exemple, de ce film L'innocence des musulmans. L'innocence des musulmans. On voit aujourd'hui les conséquences. Donc selon les contextes, il faille quand même un peu mesurer certains actes, mesurer les écrits, penser au fait que le travail de journaliste, de professionnel des médias, c'est pour participer à la construction d'une société paisible, à la promotion de la dignité humaine. Donc, par rapport à Charlie Hebdo, je pense que c'était pas, le contexte ne s'y prêtait pas. Okay. Saint-Claver Oula, on va parler du JV11 après la suspension des sanctions imposées par le CNP. C'est plus une suspension ou une levée des sanctions? C'est une suppression des sanctions. Si vous voulez que je m'exprime ainsi. Non, je me fonde sur Oui, en fait, c'est pour vous dire quoi? Que c'est à juste titre que le CNP a levé la sanction qui nous frappait. Vous savez, le CNP nous dit que de décembre à avril, une période de l'histoire de notre pays, une histoire officielle de notre pays, le CNP dit que les événements qu'il y a eu pendant cette période-là. Ce n'est pas le CNP qui dit. Oui. C'est une ordonnance qui rend illégal le gouvernement mais cher de la aîné, période dont vous parlez. Cher aîné, cette ordonnance, elle est contestable. Les juristes pourront épiloguer là-dessus. Parce que au cours de cette période, il y a eu des naissances, il y a eu des actes de naissance qui ont été établis. Il y a eu des mariages, des actes de mariage ont été établis. Il y a eu des opérations financières. Les fonctionnaires même ont été payés. Alors qu'on nous dise que ces actes de naissance, ces actes de mariage, ces opérations financières qui ont été établies durant cette période sont illégaux. Ça n'a pas existé. Bon, ça, les juristes pourront épiloguer là-dessus. Ou à défaut, on supprime et on fait un rappel des fonctionnaires. Ou bien on poursuit les fonctionnaires pour recel. Donc, ça, au finish, les sanctions sont levées. La sanction est levée. Mais ce que je vais vous dire, pourquoi nous sommes victimes d'injustice et que c'est à justice le CNP. Très rapidement, parce que nous avons d'autres choses. Parce que vous voyez, les mêmes erreurs qu'on nous reproche, ces mêmes erreurs sont commises par les autres confrères. Vous voyez, le Patriote, du 9 septembre. Oui. Le Patriote, on nous dit que ces personnalités, durant cette période, n'ont pas eu ce titre. Le Patriote nous dit qu'on est Katina, ex-ministre. Bon, c'est fini, c'était juste un éclairage. Oui, hein, c'était juste un éclairage. Oui. Mais, et puis encore, pour subir une sanction, le CNP doit vous notifier la décision. Nous n'avons pas eu de notification. Ce que nous avons constaté, c'est lorsque nous sommes rendus à l'imprimerie ou chez le distributeur, que ces personnes-là nous disent on a reçu une décision, vous avez été sanctionné. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons que nous sommes victimes d'arbitraire, d'injustice. Parce qu'on nous dit à nous, journalistes qui sommes historiens de notre époque, de ne pas parler d'une époque. Mais les historiens, dans 10, 15, 20 ans, ils parleront de cette époque et ils diront, pendant cette époque, des personnalités qu'il y a eu, c'est tel qui a eu tel titre, c'est tel qui a eu tel titre. La cause est entendue. La cause est entendue. Oui. Très rapidement, messieurs. Je voulais dire qu'on l'a écrit quand il y a eu ces sanctions contre les journaux bleus. Nous, on l'a écrit, on a même décerné notre médaille au CNP pour dire la liberté de la presse, elle n'est pas discutable. Ça, on est tous d'accord dessus. Mais en même temps, cela appelle de notre part beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, quand j'entends les critiques de nos confrères de la presse bleue, et puis surtout la conférence de presse qu'a animé le secrétaire général du FPI, M. Richard Kodjo, il a dit mais il faut un peu de modestie dans la critique. Parce que l'histoire est quand même assez récente. Il n'y a même pas encore 2 ans, de la période de décembre 2010 à avril 2011. On peut énumérer. Le nouveau réveil suspendu pour 6 jours. Le jour plus suspendu pour 1 mois. Après 2 amendes de 3 millions. Le mandat suspendu pour 26 jours. La même période, du 18 février 2011 au 25 mars 2011, tous les patrons de presse ont été à la police criminelle, y compris moi-même. Donc on était tous traqués dans cette période-là. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a plus d'injustice qu'il y a eu hier. C'est pour dire que nous devons tous être responsables. Le CNP sanctionne tout le monde au même niveau. Donc il n'y a pas une presse qui est plus ciblée que notre presse. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse preuve de modestie dans ce qu'on écrit. Et donc, une faute a été commise par notre voix, qui
qui a été sanctionné par le CNP, venir la reprendre, même si c'est pour un acte de solidarité, mais ça va entraîner la réaction du CNP. Vous dénoncez la méthode. Voilà, Ok. c'est tout. Non, cher Non, confrère, Saint-Claver, vous êtes déjà... Ça dit de façon générale. Saint-Claver. De façon générale, Vous nous le ne dites. disons Saint-Claver, pas... un instant. Vous êtes déjà exprimé sur ces Ok. questions. On va Je laisser... voulais dire à nos confrères Oui. des journaux proches du FPI et proches du président Laurent Gbagbo d'arrêter de se mettre dans une position de victimisation absolue. Parce que le fait même de se faire appeler des journaux victimes du 11 avril, parce que le 11 avril, non, C'est tout le monde. c'est tout le monde. Le 11 avril, c'est tout le monde. Ah, il y a eu un avant 11 avril, il y a eu un après 11 avril. Il faut s'enlever l'idée d'être les victimes. Ok, les sanctions arrivent maintenant, au moment où on ne s'y attendait pas. Le CNP a-t-il bien agi, a-t-il mal agi? Chacun va apprécier en fonction de la loi que chevauche le CNP. Mais il faut arrêter de se victimiser. Bon, on va clore là-dessus puisque toutes les choses se sont aplanies, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous signaler qu'on a enregistré cette semaine de nouvelles attaques contre les FRCI, à Noé, à la frontière avec le Ghana, et à Port-Boué contre des gendarmes et des policiers. On ne connaît pas encore les auteurs, mais cela va créer une psychose au sein des populations. Ça devient récurrent. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ça remet en cause les déclarations de nos autorités qui disent avoir arrêté ceux qui ont attaqué quand il y a eu les autres attaques. Ça remet en cause ce qui a été dit jusque-là. Parce que nous, on l'a toujours écrit, est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre une erreur grave en laissant les vraies causes pour aller nous attaquer aux problèmes superficiels? On a dit que tous ceux qui ont attaqué à Kwedo ont été arrêtés. Ça a été écrit dans la presse ici. Ceux qui ont fait les opérations à Dabou, on nous a dit qu'ils ont été tous arrêtés. Et que c'est le camp de M. Gbagbo qui attaque. M. Douati et d'autres personnes sont en prison. On a tous dit ça. Et puis voilà, le jour où le chef de l'État va rendre hommage aux personnes qui ont été tuées pendant ces périodes, d'autres attaques reviennent. Ça pose le problème de est-ce que la vérité est dite aux Ivoiriens quand ces attaques sont posées? Est-ce que ceux qui sont arrêtés qu'on nous présente sont vraiment ceux qui ont fait ces opérations? Parce que ça semble tellement flou qu'on a l'impression qu'on est en train de jouer avec nos vies. Et donc, ça soulève beaucoup d'interrogations. On devrait pouvoir mener le débat et demander aux autorités de faire un peu attention comme ça. Alors, quels sont... Oui. Ça soulève beaucoup d'interrogations dans la mesure où on est en mesure de s'inquiéter, de nous demander si notre sécurité est véritablement assurée. Est-ce que le gouvernement a les moyens pour assurer la sécurité des Ivoiriens? Le gouvernement a déjà assumé ça. Oui, mais il y a des attaques répétées. Il y a eu des attaques à Yopougon, à Bégerville. On ne comprend pas, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que le gouvernement a les moyens d'empêcher ces attaques-là? Est-ce que le gouvernement est en mesure d'assurer notre sécurité? Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est de dire quelles sont les dispositions nouvelles qu'il faut prendre pour parer ce genre de... Le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, à la cérémonie d'hommage aux victimes le vendredi, du moins le jeudi, au camp Galeni, a dit ceci: chers camarades, vous êtes tombés pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous saurons réagir pour rester dignes dans le combat que vous avez mené et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'attaquent aux Ivoiriens. Et c'est ce même soir qu'il y a eu des attaques à Port-Boué, ça veut dire à l'intérieur des corridors érigés à Abidjan. Vous voyez ça comme de la provocation? Non seulement c'est de la provocation, mais c'est un pied de nez. Alors ça nous amène à poser la question, est-ce que les dissolutions sont véritablement prises? Si oui, pourquoi ces infiltrations? Alors le verre est dans le fruit. Ou alors, quels sont les rapports relationnels entre la Côte d'Ivoire et ces pays limitrophes? Le Ghana, le Libéria, où on ne tarde pas à jeter un coup d'œil lorsqu'on dit que telle frontière est attaquée. Quels sont nos rapports avec le Ghana et le Libéria à l'heure actuelle en matière de sécurisation de nos frontières? Donc, ce que je veux dire, c'est que, véritablement, il faudrait que l'armée parle moins, mais qu'elle prenne toutes les dispositions. La grande muette. Oui, c'est la grande muette. Il ne faudrait pas qu'elle soit la grande bavarde. Et puis, au moment où elle est en train de nous parler, des actes se produisent. Donc, que l'armée parle moins, qu'elle applique. Et quand on sera au résultat fiable, qu'on nous les présente de bonne foi,
Voilà ce qui s'est passé. Mais à partir de ce moment, vous êtes en sécurité. Alors on peut dormir tranquille. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale a décidé que dorénavant, il n'y aurait plus d'activité politique et syndicale au primaire et au secondaire. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui est tout aussi nuisible, mais dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de la drogue à l'école. En avez-vous eu connaissance dans vos journaux? Est-ce que vous avez couvert des cas comme ça? Bon, en ce qui nous concerne particulièrement au Nouveau Courrier, nous n'avons pas investigué sur un cas pareil. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est vraiment la dépravation des mœurs et le phénomène récurrent de la drogue, de l'alcool même. Nos jeunes aujourd'hui s'intéressent plus à ces phénomènes-là qu'à d'autres phénomènes, c'est-à-dire le suivi à la maison, à l'école, les parents qui laissent le suivi aux enseignants, les enseignants aussi qui ne peuvent pas suivre tout le monde à la fois puisqu'ils ont une multitude d'élèves sous leurs bras. Cela pose véritablement un problème. C'est un problème social, un problème d'éducation même de façon générale de notre société. Moi, je voudrais surtout rebondir sur ce que vient de dire Claver Oula. Quels sont les établissements aujourd'hui autour desquels il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de débit de boissons, il n'y a pas de café noir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dealer. Il n'y a pas de dealer. Et quels sont ces établissements qui prennent la peine de fouiller au moins les trousses, ne serait-ce que les trousses des élèves qui arrivent tout en sueur et qui veulent rentrer comme ça? Ils se comptent sur le bout des doigts, pour ne pas dire qu'ils ne se comptent même pas. Alors, cela pose un véritable problème de responsabilité, tant au niveau des responsables de ces établissements, mais également des parents d'élèves. Il ne suffit pas de confier tout au professeur. Mais quand on accompagne son enfant, qui n'arrive pas à l'école, il dit « Papa, je descends ici », et qu'on le laisse là, qu'on repart à la maison, entre l'école et le lieu où on l'a descendu, qu'est-ce qu'il fait? Quand on donne à son enfant un ordinateur portable, alors qu'il n'est même pas encore en troisième, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse si ce n'est pas pour aller Je vous signale qu'on vient d'introduire la possibilité de l'ordinateur à l'école. Ça ne peut pas être un délit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'aller sur Facebook? Qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'aller sur les sites pornographiques? Et même, il y a des dealers qui ont leurs sites, qu'on contacte directement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? En plus de cela, je voudrais également revenir sur les histoires de droits d'inscription pour les élèves affectés en 6e dans les établissements privés. Ça ne fait pas partie de mes préoccupations d'aujourd'hui. Oui, moi, c'est mon préoccupation. À qui on demande 130 000, 150 000. Oui. Ça fera l'objet d'un autre développement. Moi, je pense que le problème, il est assez profond. C'est toute la société même qui a un problème. Je me souviens très bien, il y a 2 ou 3 ans de cela, en France, on devait rapatrier un jeune Malien que la police poursuivait, qui a préféré se jeter dans l'eau pour se suicider que de revenir au Mali. Ça pose un problème. Dès que les 18 heures, vous voyez ces petites filles de 12 ans qui sont au bord de la route, qui sont en train de se prostituer, vous voyez ces jeunes gens, les garçons qui se prostituent maintenant, ça pose le problème de quel est l'espoir que l'État offre aux jeunes. Il n'y a plus de perspective. Que les parents aussi. Que les parents aussi, bien sûr. Que les parents aussi. L'État ne peut pas être seul responsable. Bien sûr. Mais il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de valeur. Pourquoi voulez-vous que les gens se tuent à étudier pendant qu'on ne valorise pas ceux qui travaillent? Voilà, ça pose toutes ces questions. Et donc, je me dis que c'est un problème crucial. Il va falloir qu'on revienne aux valeurs et pour que le pays redécolle. Sinon, si on continue à célébrer les mauvais exemples, on continue à célébrer les faux modèles, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On va conclure avec vous, Célestin Nyonzion, parce qu'on a parlé d'éthique, de déontologie, ça ne concerne pas seulement les médias. La preuve, le gouvernement vient d'introduire un code de déontologie au sein de la fonction publique pour améliorer le travail des fonctionnaires. Alors je voudrais qu'on conclue sur la solution, sur les questions que j'ai posées à vos collègues avant de commencer. C'est vrai qu'il faut retourner aux valeurs, mais il faut peut-être faire comme dans d'autres pays, où on demande quand même les cartes d'identité à aux enfants, par exemple, qui vont acheter de l'alcool. C'est-à-dire, c'est pour interdire, par exemple, à un jeune de moins de 18 ans d'acheter une bière ou bien d'acheter du vin. Donc, peut-être qu'il faut que le gouvernement pense à instaurer ces mesures de contrôle, de telle sorte que les jeunes d'un certain âge ne puissent pas avoir accès à l'alcool. Ceci dit, je mets l'accent sur l'adoption du code d'éthique
le projet de loi pour le code d'éthique applicable au niveau des services publics. Je salue cette initiative-là, mais je me dis que ce n'est pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Parce que c'est un processus. Hein. Il faut d'abord expliquer ce code-là aux fonctionnaires et puis il faut arriver à un système où il y ait en Côte d'Ivoire une sorte d'éthique du service public. Il faut qu'il y ait une éthique du service public. Il y a cet ordre du mérite qui institue aussi et qui va se fonder sur la reconnaissance du travail de l'individu et tout ça. Ça peut constituer un déclic. Oui, ça peut constituer un déclic. Et puis, il faut aussi que, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une société démocratique ou en voie de démocratisation. Or, l'un des aspects, l'un des critères sur lesquels on juge une société démocratique, c'est un état de droit. C'est-à-dire l'existence d'un état de droit, un état où tout le monde n'est pas, où il n'y a personne au-dessus de la loi. Tout le monde a les mêmes contraintes, les mêmes devoirs. Tout le monde a les mêmes contraintes. J'apprécie l'avènement de ce gouvernement. Les ministres, lorsqu'ils ont été nommés, on a appris qu'ils ont fait des serments sur la base d'un code d'éthique. Non, ils l'ont fait, on l'a vu à la télévision. Non, je vais terminer. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, après plusieurs mois qu'ils sont là, est-ce qu'il y a des contrôles, est-ce qu'ils appliquent eux-mêmes leur code d'éthique et de déontologie qui se sont fixés avant de passer aux fonctionnaires publics Alors, donc, il faut qu'eux-mêmes, c'est vrai, c'est un bon exemple, bien sûr. Il faut qu'eux-mêmes, ils appliquent le code d'éthique et de déontologie. Ça va être un modèle. Parce que vous savez, lorsque celui qui est au sommet, votre chef, c'est-à-dire le management, ça commence d'abord par des exemples. Un bon manager, c'est celui qui donne le bon exemple. Vous savez, ministre, le mot ministre, ça veut dire celui qui est au service des autres. C'est pourquoi dans les communautés religieuses, le ministre est le serviteur, l'intendant qui... Voilà. On dit que le gouvernement met en place un code d'éthique pour la fonction publique. Eux-mêmes ont prêté serment sur un code d'éthique. Mais on produit un document qui prouve que le chef de l'État, à un conseil des ministres, a demandé au ministre d'arrêter de racketter les détenus souhaités. C'était une instruction verbale. Mais ça a continué au point d'amener le Premier ministre lui-même à prendre une lettre pour donner injonction au ministre d'arrêter de demander de l'argent aux directeurs de sociétés qui sont sous leur tutelle. C'est des pratiques établies depuis des années, oui, ça. mais justement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc quand un ministre fait ça, il ne peut pas demander à son directeur d'avoir un code d'éthique. Pourquoi? Le ministre lui-même est quelqu'un qui raquette. La preuve est là, qui raquette les directeurs de sociétés. Et puis bon, il parle de bonne gouvernance, il parle de code de déontologie, il parle de code d'éthique. Quel exemple eux-mêmes envoient d'abord aux Ivoiriens avant de demander aux autres d'appliquer le code d'éthique? On a un document qui prouve qu'ils raquettent eux-mêmes les détenus souhaités. Même les fonctionnaires à qui on demande de faire cas d'éthique, c'est vrai. Effectivement, le constat est clair aujourd'hui, c'est que dans les administrations publiques, il y a des fonctionnaires qui viennent au travail à 11h, qui retournent à midi. Les horaires sont codifiés maintenant. Oui, les horaires sont codifiés, mais ça continue toujours. Mais en même temps, quand vous demandez un rendement aux fonctionnaires, il faut mettre les moyens à leur disposition. Il faut qu'ils aient les moyens. Cela pose aussi le problème de l'appropriation des codes d'éthique par les journalistes ivoiriens. On demande aux journalistes ivoiriens, par exemple, moi je critique ça, de ne pas accepter les PRDM, de ne pas prendre de l'argent lorsqu'ils vont couvrir des manifestations. Mais je dois aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des journalistes qui n'ont pas de salaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête. Prochain rendez-vous du Club de la Presse dimanche. Après le flash de 18h, c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne soirée.